les républicains perdent complètement les pédales, alors que le mandat de Donald Trump est en chute libre et que sa cote d'approbation est maintenant pire que celle de Richard Nixon après sa démission. Ça en dit long. Les républicains MAGA et leurs machines de propagande disent essentiellement « il faut faire quelque chose ». Comment détourner l'attention du fait qu'il est clair pour tous les Américains que Donald Trump n'est pas seulement un échec absolu, mais qu'il se détériore si vite sur les plans cognitifs et physiques? Son comportement est d'une étrangeté totale. C'est tellement faible et pathétique. À ce stade-ci, la machine de propagande ressemble moins à une stratégie de communication qu'à une alarme générale avec un budget de studio. Et c'est comme ça que les médias de propagande et le GOP essaient de gérer la situation. C'est le genre de comportement qu'on a déjà vu dans d'autres sectes quand elles essaient de comprendre la destruction du groupe et la chute de leur chef. Elles poussent encore plus loin leur étrangeté et leur comportement pour égaler, imiter ou refléter l'effondrement de leur furet. On le voit juste au cours de la dernière semaine. Jesse Watters et tout cet écosystème médiatique de régime sont devenus encore plus bizarres dans leur comportement. Comme je l'ai déjà dit, ils s'effondrent en direct. Regardez simplement Jesse Watters sur quelques jours. On a retenu exactement ce qu'il fait. Il n'y a pas un contexte plus large qui manque ici. C'est ça, le contexte. Regardez cet extrait. Je veux le penny, tu te mets en dessous et tu le gicles directement dans ta bouche. Tu dis que c'est pas sain. Ne le sors pas juste comme ça. Apparemment, il le sortait comme ça, dans une voiture, en plein jour devant la stagiaire. Comme c'est pas le moment de faire ça, ça doit arriver dans un moment de passion, peut-être. Et en plus de ça, il faut une sorte d'explication spirituelle au comportement du furet. Comment est-ce que ça peut bien s'expliquer ? Quand l'opération de communication entre dans la zone point de presse mystique d'urgence, c'est que les faits ont déjà quitté l'édifice. Alors, une des choses que tout cet univers médiatique de régime fait, c'est d'inviter la conseillère spirituelle principale bizarre de Donald Trump, Paula White Cain. Regardez son parcours. C'est une arnaqueuse, mêlée à toutes sortes d'affaires étranges. C'est elle qui parle en langue, et c'est ce qu'elle présente comme son langage religieux. Je suis pas vraiment certain de savoir parler comme ça moi-même, mais je veux vous montrer comment elle le fait. Mon imitation était horrible, mais la voilà en train de faire exactement ce que j'essayais de faire. Regardez cet extrait dans les quartiers du ciel. Victoire, 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 victoire. Car les anges sont libérés en ce moment même. Les anges sont dépêchés en ce moment même. Pourquoi est-ce que j'en parle ? Parce qu'elle donnait des conférences de presse en disant aux médias « Regardez, Donald Trump est un homme pieux et il aime Dieu. » Et pendant qu'il attaque le pape, on nous explique que c'est ça que Dieu aime. Il aime Dieu. Donald Trump ferait partie de ce réveil spirituel. De quoi est-ce que vous parlez ? Ces gens-là sont incroyablement bizarres. Regardez cet extrait. Je veux dire, écoutez, ses bases de foi étaient très solides. Sa mère était une femme très pieuse, une femme de prière. Ils allaient à l'église chaque dimanche, mais ils allaient aussi à l'école du dimanche. Parfois à l'école du samedi. Et il dira que si l'enseignant était bon, parfois il y allait aussi le mardi ou le mercredi. Ses bases étaient donc très solides. Son père l'emmenait aux croisades de Billy Graham. Il allait voir Norman Vincent Peale. Il adorait Norman Vincent Peale. Et puis, vous avez des républicains MAGA, comme le membre du Congrès Stutzman, qui sortent pour dire ce genre de choses au sujet de Donald Trump. En gros, oui, il parle comme s'il était prêt à détruire une civilisation entière, mais bon, c'est juste un comportement normal maintenant. Regardez cet extrait. Le président Trump est un négociateur redoutable. On a vraiment pu le voir négocier presque en tant que grand public à travers ses publications sur Truth Social. Et il y a des jours où vous dites « Waouh !» Mais c'est comme ça qu'il négocie. C'est un négociateur redoutable. Et il obtient des résultats, y compris en menaçant d'anéantir une civilisation entière, et la réponse c'est, eh bien, ils disent mort à Israël, mort à l'Amérique, et il faut les prendre au sérieux. C'est un pays beaucoup plus petit, et ils n'ont pas les capacités que nous avons, nous les Américains, mais il faut quand même les prendre au sérieux. Et c'était le genre de mots qu'il comprenait. Il n'a jamais eu l'intention de faire ça. C'était simplement de la rhétorique pour les mettre dans une position où ils comprennent qu'il est sérieux.
Appelez ça de la négociation musclée. C'est une remarquable opération de rebranding pour quelque chose de totalement imprudent, en espérant que le public confonde le volume avec la force. Pour essayer de donner un sens à tout ça, je fais rentrer l'Alien Super Show. Ils ont une excellente invitée, l'humoriste et actrice Martha Kelly. C'est l'une de mes émissions préférées sur le réseau Midas Touch. Leur point de vue, ici, est précieux. À vous les aliens. Ils commencent en disant, à la blague, qu'ils espéraient faire venir un autre membre du Congrès pour expliquer tout ce qui se passe, mais qu'à défaut, ils ont trouvé quelqu'un qui joue un membre du Congrès, ou au moins la tête désincarnée de l'un d'eux dans Fallout, et c'est Martha Kelly. Ils blaguent en disant de faire monter à bord la tête de Martha Kelly et le reste de son corps, puis ils la saluent. Ils disent que c'est l'une des scènes les plus effrayantes qu'ils aient jamais vues à la télévision, et Martha répond qu'elle perdait la tête, et qu'elle a été déçue d'apprendre que son personnage finissait comme une tête posée sur une table, parce qu'elle aurait voulu revenir si une autre saison avait été produite. Il parle ensuite de l'excellente équipe sur ce tournage et du plaisir qu'ils ont eu. Puis il lui demande si, pour préparer le rôle, elle a étudié en profondeur les membres du Congrès et leur merveilleuse victoire patriotique. Martha dit qu'elle n'a pas la force intérieure pour ça, parce que chaque fois qu'elle apprend à mieux connaître le Congrès, c'est pour de très mauvaises raisons. À partir de là, ils enchaînent avec le visionnement de nouvelles. L'un d'eux dit « Ding Dong », mise en scène porno classique. Il n'y a même pas de taxe sur ce pourboire. Zip. Il plaisante en disant que tous les favoris sont là et que le bureau fait du bon travail. Puis vient cette remarque sur le fait de tenir les accessoires tout le long, que ça semble naturel, comme Jack Donaghy dans la publicité de 30 Rock où il tient 2 tasses, comme s'il avait besoin de faire quelque chose avec ses mains. Ensuite, il passe à l'extrait où quelqu'un demande ils veulent que des hommes jouent dans les sports féminins. Est-ce que vous pensez que des hommes devraient jouer dans les sports féminins ? Le livreur répond je n'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Puis arrive la réponse moqueuse. Ah non ? Je parie que oui. Je parie que vous êtes un transphobe de fond de rang. Vous avez ce regard transphobe. Et la blague devient pourquoi poser une question aussi controversée à un livreur DoorDash ? Vous n'avez pas cette conversation-là chaque fois que vous commandez une pizza. Ensuite, l'extrait change encore. Avez-vous déjà entendu parler de Riley Gaines pendant que la personne essaie de s'éloigner ? J'ai beaucoup de livraisons à faire. Puis quelqu'un demande à Trump « Monsieur le Président, avez-vous publié cette photo de vous-même » Il plaisante en disant qu'elle commence immédiatement à prendre ses distances dès que la question sur Jésus arrive. Puis vient la défense de l'image « J'aimerais pouvoir être derrière ce pilier. C'est censé être moi comme médecin qui rend les gens meilleurs. » Puis la blague. Dr Trump, dieu de la médecine, maintenant en diffusion sur Paramount+. Trump dit « Je rends les gens meilleurs, je rends les gens beaucoup meilleurs, j'apporte la lumière à l'intérieur du corps. » Ensuite, il commence à parler à une femme de son mari qui suit un traitement, des traitements très sérieux contre le cancer. Et la réaction à ça, c'est « Qu'est-ce que c'est exactement ?» Trump en médecin qui pose des diagnostics. Est-ce qu'il est simplement en train de faire le triage maintenant ? Est-ce qu'il lui donne un pourboire de $100 en disant que ça va régler le traitement contre le cancer, puis qu'elle peut repartir ? Martha Kelly dit que ces mensonges sont au niveau d'un enfant. Ça lui rappelle le moment où, quand elle et sa sœur avaient 7 ou 8 ans et devaient nettoyer leur chambre, elles mettaient des chapeaux et des lunettes de soleil, prenaient un faux accent britannique et disaient à leur grand frère qu'elles étaient 2 femmes de ménage venues nettoyer la pièce. Ça rendait leur frère fou. C'est, selon elle, le niveau de mensonge auquel Trump fonctionne. Toute la performance ressemble moins à du leadership qu'à une infopub miracle à petit budget qui a oublié d'embaucher un vérificateur des faits. Ensuite, il demande si ça tient la route de penser que Trump croyait vraiment que l'image le représentait comme médecin et non comme une figure de Jésus. Martha répond que les autres vont probablement beaucoup plus loin qu'elle, parce qu'elle y a à peine jeté un coup d'œil. Puis ils en rajoutent « à peine regardé ». Je ne l'ai pas vu. Je l'ai traité comme une éclipse. Je l'ai seulement regardé à travers le reflet d'une flaque d'eau. Je l'ai vu une seconde et je me suis immédiatement arraché les yeux.
Ils disent qu'ils adorent la façon dont ils placent les élus républicains dans la position de devoir avoir l'air idiot. Il y a tellement d'exemples où ils prétendent ne pas avoir vu la publication, puis quelqu'un la leur montre, et soudain, ils disent qu'ils l'ont pas vraiment examinée, ou qu'ils doivent retourner la regarder plus attentivement. Puis viennent les excuses, je n'ai pas mes lunettes, mon écran est très petit ici, je viens d'avoir du LASIK, tout est flou. Je n'ai pas mes lunettes à même. Rien ne résume mieux la discipline de parti que des élus qui font semblant qu'une publication devient moins gênante s'ils plissent assez fort les yeux. Ensuite, ils passent au prix de l'énergie et à l'Iran. Toute personne qui regarde un graphique voit bien que les prix ont augmenté depuis le début de la situation avec l'Iran. Puis arrive cette phrase. Imaginez si les prix du pétrole redescendaient parce que la situation se réglait d'elle-même, d'une manière ou d'une autre. Et la réaction n'est qu'une cascade de sarcasme. Ah, ça sonne bien. Imagine. Fais juste imaginer. Imagine qu'il n'y a pas d'hormones. Imagine que si tu zoomes arrière, je suis en pleine forme, j'ai un pantalon incroyable et j'ai l'air fantastique. Et leur point, c'est qu'il n'est même pas prêt à dire, même hypothétiquement, que Trump réglerait la situation. Il dit que ça se réglerait tout seul, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, Palpatine l'a réglé. C'est la même pensée magique que pendant la Covid, l'idée que ça va simplement disparaître un jour, comme par miracle. Ensuite, il se moque de l'idée qu'on aurait pu être fait signer un accord de confidentialité à l'Iran et que tout le monde pourrait simplement s'en aller sans plus jamais en parler. Puis, la conversation bifurque vers le climat. Quelqu'un dit oui, le climat change bel et bien. Puis arrive cette tirade absurde disant que l'habitat naturel de la Terre c'est l'eau, que la glace serait un cycle inhabituel, que l'eau vient de la glace et la glace de l'eau, que tout ça est relié. Et vous n'avez pas vu Waterworld, l'un d'eux plaisante en disant que c'est pour ça qu'il s'est fait installer des branchies derrière les oreilles. Et puis vient la réponse évidente. Comment pouvez-vous dire que la fonte des calottes glaciaires n'est pas un problème parce que le monde est composé à 75% d'eau? Et l'autre 25%, quand un argument commence par imagine un peu, c'est que la réalité a déjà déposé une plainte officielle. Ensuite, il passe aux chiffres du CDC sur la fécondité. De nouvelles données montrent que le taux de fécondité américain a atteint un autre creux record l'an dernier. 53,1 naissances pour 1000 femmes âgées de 15 à 44 ans. Puis insiste, des femmes de 15 ans, Martha dit que lorsque sa nièce avait 15 ans, elle faisait être encore des fêtes d'anniversaire où tout le monde fabriquait du slime, pas où on la poussait à avoir des bébés. Il note qu'il y a quand même 3-6 millions de naissances par année, mais la plainte ensuite, c'est que la Schlachlo et les jeunes adultes de 15 à 19 ans est en baisse de 7%. Et la réponse au fond c'est tant mieux, normalement ce serait une bonne nouvelle. Puis arrive le point plus mordant, c'est quand même hallucinant d'entendre un homme de 73 ans se plaindre du fait que davantage d'ados n'ont pas de relations sexuelles, surtout après des années où cette même culture disait aux jeunes de ne pas en avoir. Ils disent qu'il y a quelques années, l'extrême droite a commencé à pousser l'idée que le pic de fertilité d'une femme commence quand elle est adolescente et qu'ils ont commencé à diffuser ce message dans des balados. Puis vient la mention de Project 2025 et de John McEntee, qui dirige le site de rencontre de droite The Right Stuff avec cette implication très laide qu'il voudrait revenir au mariage d'enfants. Dégoûtant, dégoûtant, dégoûtant. Apparemment, le nouveau forfait des valeurs familiales, c'est la panique, l'hypocrisie et un effondrement complet des limites normales. Martha blague en disant que tout ça lui donne envie de commettre un homicide, puis elle se demande si elle allait en prison, il ferait un épisode avec elle depuis la prison. La conversation bifurque ensuite vers la pression sociale qui dit aux jeunes de ne pas avoir d'enfants avant d'être stable, d'être plus solide financièrement et d'avoir trouvé le bon partenaire, pour ensuite recevoir cette réponse moqueuse. Ça ne devrait pas vous arrêter. Trouvez le mauvais partenaire quand vous êtes fauché. Il faut vraiment encourager le cycle de la pauvreté. Puis, il cite le fait que chaque couple aux États-Unis a en moyenne 56 enfants, et l'argument devient que le pays en a besoin de 2 ou plus. Ça mène à la blague voulant que MTV devrait être relancé Season Pregnant.
Martha ajoute qu'elle dit ça comme un compliment, mais qu'aujourd'hui les jeunes de 15 ans lui semblent encore plus émotionnellement enfants que lorsqu'elle avait elle-même 15 ans. À l'époque, c'était « qui a de la bière et des cigarettes ?» Mais sa nièce et son neveu sont de la génération Z. Et elle ne pense pas qu'ils poseront un jour cette question. La réponse sarcastique, c'est que voilà la décadence morale du pays, qu'ils ne sauront jamais, qu'ils ne sont pas cool. Il conclut en disant que c'était un épisode apocalyptique. Il remercie Martha, puis quelqu'un lui demande en blaguant combien d'homicides elle compte commettre maintenant. Elle répond « tous », puis blague en disant que c'est difficile de s'en sortir si elle entre dans les détails. Quelqu'un fait référence à How to Get Away with Murder, et Martha dit que si les détectives l'arrêtent un jour et cherchent un motif, elle leur dira simplement d'écouter cet épisode du balado. À la fin, lorsqu'on lui demande ce qu'elle voudrait partager, Martha demande aux gens de regarder Carol and the End of the World sur Netflix, en disant que c'est une magnifique série d'animation où elle prête sa voix à Carol, avec plein d'autres très bons comédiens aussi. Elle mentionne également que la saison 3 d'Euphoria a été lancée dimanche dernier et que l'épisode 2 arrive ce dimanche. Il la remercie d'être venu, lui disent au revoir, puis la séquence se termine avec cette remarque disant que du McDonald's a été livré au bureau ovale et que franchement c'était un peu de mauvais goût. Au bout du compte, tout cet écosystème ressemble moins à un mouvement qu'à un travail d'équipe auquel plus personne ne veut admettre avoir participé. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective Politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.